Le château des Poulfinques, chapitre 4. Quelques jours plus tard, au réfectoire, Renaud approcha son écuelle le plus près possible de celle de Thomas, et chuchota de manière imperceptible, afin de respecter le silence obligatoire pendant les repas. Imperceptible signifie que l'on ne peut pas percevoir, et donc, dans ce cas précis, ce que l'on ne peut pas entendre nettement. Aujourd'hui, j'ai lavé les pieds des voyageurs à l'hôtellerie. J'ai rencontré un certain Raymond de Poulfinques. Thomas ne fut pas surpris, et même plutôt soulagé. Il s'y attendait depuis l'entrevue avec frère Géraud. Qu'a-t-il dit ? Qu'il venait te chercher. Il a raison, je m'en vais. Voilà, c'était dit et c'était tout simple. Thomas avait exprimé sa décision sans hésiter. Il réalisa, en la formulant, à quel point cela sonnait juste. Oui, il avait envie d'aller voir dehors, ailleurs, loin, jusqu'à Poulfinques et peut-être au-delà. Il avait envie de grandir dans sa famille, même s'il manquait son père et son frère aîné. Il était prêt à se mesurer aux autres, à affronter les jours difficiles, à goûter de grands bonheurs. De son côté, Renaud reçut la nouvelle en mangeant sa soupe avec des gestes calmes et précis, comme lui avaient enseigné les moines. Puis il s'essuya la bouche. « C'est ton oncle, n'est-ce pas ? Un homme fort aimable et bavard. Il nous a dit que ton frère était mort. Quelle affreuse nouvelle !» Thomas retint un soupir. À peine arrivé, son oncle étalait les malheurs de la famille, une attitude bien éloignée de la discrétion qu'imposait la règle du monastère. Mais s'il s'en retournait vers le monde, il devrait s'habituer à toutes sortes d'excès. Et c'était déjà beaucoup de savoir que son oncle n'était pas un méchant homme. S'en retourner vers le monde signifie quitter le monastère, quitter le monde des moines, pour retrouver la vraie vie au sein d'une famille. Il sourit à Renaud et coupa en parts égales le fromage frais posé sur la table. La rencontre eut lieu le lendemain dans le parloir, en compagnie de frère Géraud. Thomas fut très satisfait de l'entrevue. Il reconnut à peine son oncle, qui n'habitait pas au château lorsqu'il était petit. Raymond de Poulfinques était le frère de son père, un homme grand, aux manières courtoises, qui se montra immédiatement plein de bienveillance. Ainsi, tu es l'héritier des Poulfinques, celui que nous avions recommandé à Dieu, mais que nous gardions dans nos cœurs. Thomas s'inclina. Je vous salue, mon oncle. Je suis prêt à regagner avec vous le domaine de mon père. Faites-moi savoir le jour où vous souhaiterez partir. D'ici là, si vous le permettez, je continuerai à respecter la vie de ce monastère. Depuis le matin, il tournait la phrase dans sa bouche et il en était assez fier. Dès que Raymond de Poulfinques et frère Géraud eurent donné leur approbation, il quitta le parloir. Donner son approbation signifie donner son accord, accepter quelque chose. Nul besoin de s'attarder davantage. Il aurait bien le temps de faire la connaissance de son oncle durant le voyage. Pour l'heure, les deux hommes avaient à discuter du moulin et du pont du pas de Pernette que son père avait légué au monastère. Thomas était certain que frère Géraud n'accepterait pas de s'en séparer, et c'était tant mieux. Ces possessions devaient rester dans les livres de compte comme trace de son séjour ici. Et puis, qui sait, peut-être reviendrait-il un jour prendre la robe de moine pour fuir le monde des chevaliers, si ceux-ci ne l'accueillaient pas bien. Ils partirent le jour de la Saint-Honoré après l'office de prime. Prime est une messe qui a lieu à 6 heures du matin.
Dans la lumière du petit matin, le ciel paraissait transparent, lavé de toute colère, et Thomas pensa que c'était de bon augure. De bon augure signifie que c'était bon signe, c'est un bon présage. Personne n'assista au départ, hormis frère Géraud et le frère portier. La veille, Thomas avait fait ses adieux à tous, remercié Dieu et l'ensemble des moines, embrassé Renaud, Gerbert et Mathieu qui avaient partagé avec lui les dortoirs, le dortoir, les corvées, les leçons et si peu de secrets. Avec l'aide de frère Grégoire, il avait rassemblé ses vêtements et tout ce qu'il laissait au monastère. Il n'emportait rien. Pour le voyage, son oncle lui avait remis une paire de bottes, une tunique et un manteau, trop grand pour lui, mais de belle qualité, et tout à fait digne d'un fils de seigneur. Au matin du départ, il alla saluer son arbre, lui chuchota des mots d'adieu, et caressa le tronc, sans chercher à y grimper. Vous voyez, je suis libre, dit-il encore aux hautes branches avant de s'éloigner. La grande porte était ouverte. Il s'installa à cheval derrière l'un des écuyers. Un écuyer est un homme qui prend soin des chevaux et qui est là également pour seconder le chevalier, par exemple porter son armure. L'oncle Raymond n'avait pas amené de monture supplémentaire. Une monture, c'est un cheval. Et Thomas n'était pas assez bon cavalier pour chevaucher seul au même rythme que les autres. Le plus difficile fut de quitter frère Géraud. Ne sachant que dire, Thomas joignit les mains et balbutia un merci qui venait du fond de son cœur. Balbutier signifie dire en bégayant. Que Dieu te vienne en aide, fit le moine d'une voix émue, au moment où le petit groupe s'engageait sur le chemin de pierre. Thomas se retourna. Oui, mon garçon, il te reste une grande chose à accomplir. Devenir Thomas de Poulfinck. Thomas acquiesça, gravement, et agita la main. Ils contournèrent l'abbaye, puis prirent la direction du nord-ouest. Thomas s'efforçait de ne penser à rien, de se concentrer sur toutes les surprises que le voyage allait lui offrir. La tour de l'Aiglonne et le sommet du Grand Orme furent les derniers éléments du monastère à disparaître. Une fois qu'il fut certain de ne plus rien distinguer dans le lointain, il se cala comme il put sur la croupe du cheval et regarda droit devant lui. Sur la croupe du cheval, c'est-à-dire sur le dos du cheval. Après avoir dépassé les salines, au moment où la route s'enfonçait dans les terres, ils rencontrèrent une fillette, la besace sur l'épaule, qui buvait de l'eau dans le creux d'un fossé. Une besace, c'est un sac. Thomas eut au fait de remarquer les bottines rouges et fit signe à l'écuyer d'arrêter le cheval. La petite se redressa. « Tu t'en vas » demanda-t-elle en le reconnaissant. « Oui, je retourne dans mon château de Poulfinck, en pays de Bretagne. »« Toi aussi, tu t'en vas ?»« C'est mon frère qui veut. Il dit qu'on est obligé à cause des... » Elle s'interrompit, obéissant à Thomas qui avait posé un doigt sur sa bouche. Il devinait la suite, à cause des chevaliers de marche noire qui le pourchassent. Et la petite allait dire ça devant les écuyers de l'oncle Raymond. Qui sait comment ceux-ci auraient réagi? Le domaine de Marche Noire étant tout proche, il était facile d'y conduire deux coupables en fuite. Le cheval de Thomas se remit en marche. La fillette avait compris et venait de disparaître derrière le taillis.
Tu connais cette pauvresse? Tu sais où elle va? S'enquit Raymond de Poulfinck. Alors, s'enquit, issu du verbe s'enquérir, signifie chercher à savoir. Elle habite le village. Elle va s'installer un peu plus loin avec son frère, à cause de la tempête qui a ravagé sa maison. L'oncle reprit la tête de la petite colonne. J'ai à peine quitté le monastère et je viens déjà de mentir, pensa Thomas. Pourtant, il ne regrettait rien. Il lui était insupportable d'imaginer la fillette aux bottines rouges pendue à la branche basse d'un arbre à côté du balafré. Il pria Dieu de la protéger, et son frère aussi, tout balafré qu'il fût. Raymond de Poulfinck portait à la ceinture une bourse bien garnie et dépensait avec largesse. Dépenser avec largesse signifie dépenser beaucoup, de façon généreuse. Chaque soir, le petit groupe faisait halte dans une bonne auberge. Faire halte signifie s'arrêter. Thomas était enchanté. Il découvrait le pain blanc, le goût du vin, les viandes rôties, le gingembre et le poivre. Quel délice apportait la vie à l'extérieur du monastère. Vous le savez, dans un monastère, c'est une vie de privation. On mange peu et simplement. Ici, Thomas découvre des aliments qu'il n'avait jamais goûtés auparavant. De jour en jour, il se sentait plus à l'aise sur un cheval. Ses compagnons ne semblaient pas le dédaigner, et lorsque la route devenait lassante, l'oncle avait toujours quelque chose de plaisant à raconter. Dédaigner quelqu'un signifie le mépriser, c'est-à-dire le regarder de haut. Un soir, après avoir traversé la Loire, ils s'arrêtèrent dans une auberge de pierre brune où l'on fêtait le mois de mai. Les convives, c'est-à-dire les invités, étaient vêtus avec soin. Les femmes portaient des couronnes de fleurs, des guirlandes multicolores décoraient les murs. Tandis que le repas s'achevait, les plus jeunes se mirent à danser dans la cour sous le beau ciel clair. Il faisait chaud dans la salle. Les assiettes de friandises passaient de table en table. On commandait du vin pour s'éclairer le gosier, pour s'éclaircir le gosier. Un des convives, le nez un peu rouge, se leva pour déclamer un poème en l'honneur des femmes, en hommage à Margot et Catherine, Édith et Guillemine, à leurs jupons et à ce qu'elles cachaient dessous. L'assemblée éclatait de rire et répétait avec lui, tandis qu'un musicien pinçait en cadence les cordes d'un luth. Les pichets de vin frais, tendus à bout de bras, faisaient le tour des tables et les lampes à huile illuminaient les visages. Thomas ouvrait grand ses yeux et ses oreilles. Cette fête était si inattendue, si belle. Pourtant, Raymond de Poulfinck, assis à côté de lui, ne semblait pas de cet avis. Réclamant un gobelet, puis un autre, il tapotait des doigts sur la table pour exprimer son agacement. Quel niais! Aucun talent, vraiment, l'entendait marmonner Thomas. À la fin du chant, l'oncle se leva brusquement, demanda au musicien de l'accompagner et entama une longue tirade à son tour. Les bavardages cessèrent. Bientôt, le silence fut total. Thomas n'eut aucune peine à se laisser envoûter. C'était splendide. Une tirade, c'est un très long discours. Ici, on imagine un long poème, par exemple. Les mots pénétraient à l'intérieur du cœur, montaient à la gorge, descendaient jusqu'au ventre.
Il parlait d'amour, disait à la bien-aimée qu'elle était à la fois l'hirondelle et la renarde, le ciel clair et la nuit troublante, parlait de l'amoureux, le comparait à la feuille de l'arbre, tantôt tremblant dans le vent de la jalousie, tantôt ébloui par le bonheur. Thomas sentait les larmes lui piquaient les yeux. Jamais il n'aurait soupçonné que les mots pouvaient contenir une telle force. Jamais, malgré les discours qu'il savait écrire, il n'aurait osé les manier ainsi. Il était bouleversé. Heureusement, la chanson s'achevait, car il allait s'effondrer en pleurs. Raymond reçut avec élégance les applaudissements et les regards admiratifs des femmes qui lui lançaient des fleurs arrachées à leur couronne. Avant de s'asseoir, il se tourna vers Thomas et lui dit, bien distinctement, comme s'il voulait que tout le monde l'entende. « Mon neveu, tu sauras désormais que Raymond de Poulfinck est poète, celui qui trouve les mots et les offre aux autres grâce au talent que Dieu lui a donné. » Étonné, un peu gêné, Thomas s'inclina respectueusement. Tandis que son oncle se faisait servir un gobelet de vin, il sentit monter en lui une petite voix sourde qui le mettait en garde. Contre trop d'émotions, trop de nouveautés, de beauté dangereuse, il ne savait pas précisément. Peut-être contre un danger à venir. Il décida de la faire taire et suivit les écuyers dans la cour où il observa la danse sans oser s'avancer. Tout en battant des mains pour marquer le rythme, il jetait de temps en temps un coup d'œil vers la salle où l'oncle trinquait avec de nombreux admirateurs. Les gens riaient, certains s'embrassaient, la fête était partout. Ce fut une soirée inoubliable. Lorsqu'il alla se coucher, bien tard, sur l'une des paillasses de la soupente, il avait les joues enfiévrées et s'endormit aussitôt. Les joues enfiévrées, c'est-à-dire très chaudes. Il s'est amusé, il a bu du vin, il a beaucoup mangé. Au milieu de la nuit, le chien reparut. Thomas le voyait venir du fond des ténèbres et ne pouvait bouger. Outre les crocs éclatants de blancheur sur le ciel sombre, il distinguait le collier aux pointes acérées qui protégeait le cou de la bête, mais pouvait si bien s'enfoncer dans la gorge d'un autre. Acéré signifie très pointu, tranchant. Le danger approchait. Les mâchoires semblaient plus redoutables que jamais. Le visage terrifié que Thomas avait entrevu les autres soirs restait dans l'ombre, et c'était sur sa propre tête que les crocs luisants voulaient se refermer. Il se réveilla, les tempes battantes, trempées de sueur. Frère Grégoire n'était pas là. Aucune lumière n'adoucissait la nuit. Longtemps il guetta une cloche qu'il finit par entendre au loin et s'accrocha à elle pour attendre les premières lueurs du jour. Au milieu des ronflements des dormeurs, il perçut à nouveau, au fond de lui, une voix minuscule qui lui recommandait d'être vigilant. Vigilant signifie être prudent. Il ne comprenait pas quel danger le menaçait. Sur la route, accompagné de son oncle et des deux écuyers, il n'avait rien à craindre. À Poulfinck, où tout le monde l'attendait, il serait chez lui. Que risquait-il ? Il ne chercha pas à se rendormir, se leva dans l'aube grise et se sentit mieux après avoir plongé la tête dans le baquet d'eau près du puits. La patronne de l'auberge lui tendit un bol de bouillon fumant qu'il but à petites gorgées sur le banc adossé à la maison. Le musicien vint le rejoindre après sa toilette du matin. « C'est plus facile d'être propre l'été,
Au premier ruisseau, on peut se tremper et laver sa chemise. L'hiver, c'est dur. Faut attendre d'être dans une ville pour aller au bain. Tu marches tout seul? Le moins possible. Je préfère voyager avec des pèlerins ou des marchands. Le mieux, ce sont les jongleurs. Il y en a toujours un qui sait jouer de la flûte, les autres inventent toutes sortes de pitreries. L'autre jour, j'ai joué avec un groupe qui faisait danser une chèvre déguisée en jeune fille. Les gens autour de nous en pissaient de rire. Thomas était abasourdi. Une chèvre déguisée en jeune fille? Les moines auraient trouvé ça diabolique. Il se demanda si ça lui arriverait un jour à lui aussi de pisser de rire dans les fêtes. Je dis des poèmes, les miens et ceux des autres. Ils sont moins beaux que ceux de ton oncle. Si c'est lui qui écrit, c'est un grand poète, un vrai troubadour, digne d'être présenté à la reine Aliénor. Un troubadour, c'est un poète du Moyen-Âge. Le musicien avait l'air de s'y connaître et Thomas l'écoutait avec avidité. Avec avidité, ça signifie avec curiosité, en buvant les paroles du musicien. Il voulait en savoir davantage. Il apprit 1000 choses sur les textes des troubadours, que l'on doit savoir réciter le mieux possible, sur la vie errante des jongleurs, et tout ce qu'ils savaient faire pour distraire les gens dans les châteaux et les tavernes. Une vie errante signifie une vie de voyageur. On ne se fixe nulle part. Raymond de Poulfinck les trouva en pleine discussion, le bol entre les mains, se chauffant aux premiers rayons du soleil. Il y a quelques instants, nous parlions de vous, mon oncle, et de vos talents. L'oncle lui rendit son sourire. En route, si nous voulons être à la maison demain avant la nuit. Le musicien fit un bout de chemin avec eux, monté en croupe derrière le deuxième écuyer. L'oncle était très enjoué, c'est-à-dire très heureux, très content. Ils parlèrent de musique et de poésie, de Bernard de Ventadour, le troubadour chéri de la reine Aliénor, installé à sa cour. Lorsque l'homme descendit de cheval devant la croix d'un carrefour, Thomas entendit l'oncle Raymond l'inviter chaleureusement à venir au château distraire la châtelaine Isabelle, qui avait perdu son fils aîné et attendait son époux, parti guerroyer en Terre sainte. Une fois de plus, il le trouva bavard et se dit qu'il aurait dû faire cette proposition lui-même avec plus de sobriété. Sobriété signifie simplicité. Après tout, le maître de Poulfinck, c'était lui à présent. L'héritier, au Moyen-Âge, dans les grandes familles bien sûr, est toujours l'aîné. À présent, le frère aîné de Thomas est mort. C'est à Thomas donc de devenir l'héritier. Il devient lui-même le chef de famille puisque son père est absent. Tu savais, toi, que mon oncle écrivait de si belles choses? Demanda-t-il un peu plus tard à l'écuyer assis devant lui. On en cause au château. Il paraît que ça fait longtemps, mais il y a seulement quelques mois qu'il consent à les dire en public, répondit le jeune homme, qui contenait mal son admiration. Il sait se battre aussi? Bien sûr. J'ai déjà vu menacer un sanglier à l'épieu. Ton oncle est très habile à la chasse. Il semblait prêt à bavarder. Thomas en profita pour aborder une question qu'il n'osait poser à son oncle et qu'il ne pourrait pas non plus demander à sa mère. La mort d'Aubin. Qu'était-il arrivé exactement? Quand? Quelle était sa blessure? Pourquoi la chasse était-elle si violente? Le jeune écuyer était au château au moment de l'accident et il avait beaucoup à dire. C'était peu après la Chandeleur. Il faisait un beau temps d'hiver, très froid. Ton oncle
passionné de chasse comme je viens de te dire, a lancé l'idée d'une battue au sanglier. Il rêvait d'un festin, et cherchait un jeune mâle né au printemps dernier, encore tendre et déjà fort de goût. Il fallait bien sûr laisser tranquilles les femelles prêtes à mettre bas dès le mois de mars. Pour un animal, mettre bas signifie accoucher, donner naissance à ses petits. Ton frère a été emballé par cette proposition qui égayait les jours mornes de la fin d'hiver. Il aimait courir le gibier, mais ce qu'il préférait, c'était la chasse au vol. Il savait dresser des faucons comme personne. Bref, tout le monde au château s'était mis aux préparatifs. Madame Isabelle, ta mère, a donné son accord. Ton oncle Raymond disait que l'on dédierait cette fête à ton père, parti depuis 1 an. Elle a trouvé que l'idée était belle, et a invité des connaissances. Tout était prêt. Il fallait trouver la bête. Le vieil Albert, le veneur de ton père, a repéré un matin une harde où il a compté plusieurs jeunes. Un veneur est une personne qui s'occupe de découper la viande après la chasse, notamment. Nous y sommes allés le jour même. Nous n'étions pas très nombreux, à peine une dizaine. L'endroit était assez éloigné dans la forêt de Malbrèche. Ton oncle et ton frère caracolaient devant et discutaient de façon très animée. Par la suite, je me suis demandé s'ils ne se disputaient pas. Mais je ne crois pas. Ton oncle riait. D'ailleurs, ils s'entendaient très bien tous les deux. Un peu avant d'arriver, ton frère a piqué un galop, personne n'a su pourquoi. Il a disparu. Nous l'avons appelé, cherché un temps infini. Peine perdue. La forêt de Malbrèche est très dense, avec des creux profonds semés de rochers, et l'ombre s'épaississait. Nous sommes rentrés sans lui. Quelle affreuse nuit. En attendant le lever du jour, ton oncle et ta mère étaient fous d'inquiétude. Aubin a été retrouvé le lendemain matin. Il était tombé de cheval et avait dû se briser la nuque. Personne ne pouvait plus rien pour lui. Ta mère s'est effondrée. Ton oncle s'est occupé de tout. Depuis, il n'est plus le même. Il aimait beaucoup ton frère. Il se tut et Thomas resta silencieux, essayant de se forger une image juste de son frère. Ce qu'il ressentait surtout avec une grande force, c'est qu'il serait bien difficile de s'installer à Poulfinck et de prendre la place de ce beau jeune homme aimé de tous.